À titre personnel, il a payé un prix terrible. La pétition a confirmé mes pires cauchemars concernant ce qui aurait pu se passer à la suite du soulèvement du peuple tibétain de mars 1959 et de mon évasion. En 1964, le Panchen Lama a été déclaré ennemi du peuple tibétain et humilié publiquement à travers le rituel qu'on appellerait plus tard les séances de lutte, lesquelles deviendraient une marque de fabrique de la révolution culturelle. Il a été arrêté et est resté en prison jusqu'en 1977, puis détenu à son domicile jusqu'en 1979. Après sa libération, le Panchen Lama a parlé avec force et critiqué au nom du peuple tibétain la politique chinoise au Tibet. En mars 1987, notamment, il s'est exprimé avec franchise lors d'une réunion du comité permanent de la région autonome du Tibet, à Pékin, pendant la session de l'Assemblée nationale populaire, en critiquant la politique chinoise au Tibet, surtout en matière de langue, ainsi que le chauvinisme Han. Mon cœur s'envole vers la mémoire de cette figure héroïque qui a fait tant pour protéger le peuple tibétain dans ses heures les plus sombres, surtout après sa libération en 1979 et jusqu'à sa mort subite dans des circonstances suspectes en janvier 1989. J'ai cru comprendre qu'il a fait 5 jours avant sa mort la déclaration suivante. Depuis la libération, il y a eu des développements certes, mais le prix payé pour ces développements a été supérieur aux bénéfices. J'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec lui au téléphone pendant ses voyages en dehors de la République populaire de Chine. Cela m'a donné l'occasion de lui exprimer en personne toute mon admiration et de le remercier. Le Panchen Lama, qui avait 3 ans de moins que moi, avait été mon compagnon de voyage lors de mes séjours en Chine en 1954-1955 et en Inde en 1956-1957. Il n'avait pas de patience pour les subtilités diplomatiques et pour lui, c'était l'honnêteté et l'intégrité qui comptaient. Au fil des ans, les communistes chinois ont essayé de créer et d'exploiter un conflit entre nous, selon le vieux principe colonial de diviser pour régner. Néanmoins, même si nous n'avons pas pu entrer en contact pendant longtemps, j'ai plaidé devant le monde extérieur pour une prise de conscience du sort du Tibet, tandis qu'avec un immense courage, il disait la vérité aux dirigeants des oppresseurs en personne. La pétition du Panchen Lama décrit la situation avant la révolution culturelle que Mao a déclenchée en mai 1966 et qui a duré jusqu'à sa mort en 1976. Certes, la Chine dans son ensemble a immensément souffert pendant cette décennie de turbulences, mais c'était particulièrement terrible au Tibet. Ça a commencé à Lhasa, quand les gardes rouges ont envahi le temple de Jokang. Ils ont détruit des fresques et des images anciennes et brûlé des textes sacrés dans la cour au nom de l'abolition des 4 vieilleries. Les vieilles idées, la vieille culture, les vieilles coutumes et des vieilles habitudes. Comme je l'ai noté dans ma déclaration du 10 mars 1967, parmi les innombrables images détruites, il y en avait une qu'Avalokiteshvara avait peinte au 7e siècle et qui était considérée comme l'une des icônes les plus sacrées du Tibet. La destruction s'est propagée jusque Norbulinga et à travers toute la ville, et à terme, des combats de rue entre les factions rivales ont eu lieu à Lhasa et dans d'autres villes. Pendant cette période chaotique, des milliers de personnes sont mortes, mais de nombreux bâtiments historiques ont aussi été détruits, comme le monastère de Ganden, fondé en 1409 par Tsongkhapa, le grand saint philosophique tibétain. En gros, tout ce qui était tibétain était attaqué. La pratique de la foi bouddhiste a été mise hors la loi, le fait de brûler de l'encens, les cérémonies et les festivals n'étaient plus permis. Les chansons et les danses traditionnelles ont été interdites. On a infligé aux moines et aux ennemis de classe des séances de lutte et des humiliations publiques. En bref, le Tibet a été victime d'une tentation d'effacement systématique et de grande échelle de son identité culturelle et de sa mémoire collective. Si certains de mes collègues partis en exil avec moi en 1959 avaient encore des doutes sur la pertinence de notre ligne de conduite, la révolution culturelle les a totalement dissipés. Si j'étais restée au Tibet, je n'aurais pas été en mesure de faire quoi que ce soit de significatif face à cet assaut dément et systématique. En janvier 1976, le premier ministre chinois Zhou Enlai est mort, suivi en juillet
en juillet par le maréchal Zhu et par le président Mao lui-même le 9 septembre. Mao laisse derrière lui un héritage qui comprend la mort de plus de 40 millions de personnes, particulièrement pendant la famine, due à son grand bond en avant entre 1958 et 1962. Du point de vue géopolitique, au lieu de décoloniser à l'instar de ce que faisaient les grands empires à l'époque, la Chine de Mao a mené une politique impérialiste et coloniale au Tibet, en Mongolie et dans le Turkestan oriental, ironiquement accompagnée d'une rhétorique anticoloniale stridente. Pour les successeurs de Mao, ce legs a créé une instabilité, de la paranoïa et une répression permanente, surtout à l'encontre des nationalités non chinoises. En conséquence, aujourd'hui, même après plus de 7 décennies d'occupation, toute expression de l'identité tibétaine est considérée comme une menace qui remet en question la légitimité chinoise au Tibet. La mort de Mao a marqué le début d'une intense lutte pour le pouvoir, au cours de laquelle Jiang Qing, femme de Mao et l'une des instigatrices de la révolution culturelle, et la bande des Quatre ont perdu le pouvoir face à la faction dirigée par Hua Guofeng. Pendant cette période, j'observais les événements depuis l'Inde avec intérêt et peu d'espoir. Peu après la mort de Mao, l'un des changements notables a été la visite de James Schlesinger, l'ancien secrétaire d'État à la Défense des États-Unis, pour une tournée de 3 jours à travers le Tibet. Sa visite lui offrait le début d'une opportunité de se faire une idée plus claire des conditions de vie au Tibet. On m'a rapporté qu'il a qualifié la présence des Chinois communistes d'oppressive, même selon les standards coloniaux, parce qu'elle visait à une domination totale. Jusque-là, les étrangers que la République populaire de Chine avait laissés entrer au Tibet étaient ses proches alliés. Peu après, Pékin a commencé à laisser entrer des journalistes et des écrivains occidentaux amicaux. Pendant presque 2 décennies, depuis ma fuite en exil en 1959, le plateau tibétain a été géré comme une prison géante. Personne n'avait le droit de communiquer avec le monde extérieur, ce qui signifiait qu'à l'exception de quelques messages reçus par des canaux secrets, les Tibétains en exil étaient totalement coupés de leurs compatriotes et de leurs familles dans leur patrie. Au pays, on avait raconté aux Tibétains que les exilés vivaient dans une pauvreté abjecte parce que seules les nations socialistes avaient réussi à atteindre la prospérité économique. Quand la poussière de la lutte pour le pouvoir au sein du Parti communiste chinois est retombée, à la suite de la mort du président Mao, c'est ma vieille connaissance Deng Xiaoping qui a émergé en tant que principal dirigeant de la Chine en 1978.